Bonsoir à tous et bienvenue sur Calédonia. Ce soir, on va revenir sur le feuilleton de la semaine. Un an après les accords de Matignon et d'Oudinot en 1988, plusieurs projets ont vu le jour, comme les 400 cadres devenus aujourd'hui Cadres Avenir. Dans votre émission ce soir, on verra ensemble si ce programme mis en place pour appliquer la notion de rééquilibrage a bien fonctionné. Mais avant d'en parler avec nos invités, découvrons un peu Cadres Avenir. C'est quoi ça ? Jingle. « 26 juin 1988. Dans ces murs, l'État, le FLNKS et le RPCR sont en train de conclure l'accord de Matignon. Lors de ces négociations, Jean-Marie Tjibaou, leader indépendantiste du FLNKS, demande de rééquilibrer le partage des responsabilités dans l'administration en Nouvelle-Calédonie, soit de mettre davantage de Mélanésiens à ces postes. La requête est entendue. Dans le texte des accords de Matignon-Oudinot, ce paragraphe. Dans le but de rééquilibrer le partage de l'exercice des responsabilités, un important programme de formation de cadres, particulièrement des cadres mélanésiens, doit être engagé dans les meilleurs délais. Le programme 400 cadres voit le jour. L'État s'engage à financer 90% du programme, le reste est financé par la Nouvelle-Calédonie. La première promotion s'envolera dans 1 mois. Pour ne heurter personne à l'heure du dialogue, ce sont Jean-Marie Tjibaou, Jacques Lafleur et Yewene qui tranchent. La promotion du dialogue est ainsi constituée de différentes ethnies et de tendances politiques diverses. Cette promotion représente ainsi l'une des premières actions mises en place pour le vivre ensemble après la période des événements. Après avoir présenté cet outil, voyons si ce programme de formation a permis un rééquilibrage sur 3 niveaux, politique, géographique ou encore économique. Ce sont les 3 parties de notre émission. On en parle bien évidemment avec nos invités. Bonsoir messieurs et bienvenue dans la bande. Bonsoir. Daniel Ronietch, vous êtes le directeur du groupement d'intérêt public de Cadres Avenir. Merci d'avoir fait le déplacement ce soir. Merci à vous. René Hitch, Pierre Ouellepa, vous êtes membre de l'association des anciens de Cadres Avenir, mais aussi président de la FOL. Bonsoir. Bonsoir. D'ailleurs, Falaï vous a suivi pour le feuilleton. On pourra en revoir un extrait. Ça va, ça s'est bien passé? Ça va. Avec les équipes de Calédonia, Monsieur Ronietch, 30 ans après, les objectifs des 400 cadres fixés au départ sont-ils atteints? On peut dire aujourd'hui que les objectifs sont atteints. Néanmoins, le grand chantier est encore devant nous. La formation des hommes est un atout majeur pour la construction d'un pays. Donc il faut davantage continuer à en former. Alors, justement, l'accès à l'emploi est un enjeu pour le rééquilibrage. Les derniers chiffres de l'ISEE démontrent que le taux de chômage des hommes kanaks est supérieur au taux de chômage de la population masculine, 16,1% pour les kanaks contre plus de 10% pour l'ensemble de la population masculine. Votre organisme est un outil de rééquilibrage. Ces chiffres démontrent que la situation est loin d'être équilibrée, si on peut dire. Qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi ? Je pense qu'il faut des dispositifs qui accompagnent justement la partie insertion. Donc ça, les institutions s'en occupent. Je pense aussi que ça ne change pas, parce que c'est la réalité de la Nouvelle-Calédonie, de ce pays. Il faut vraiment avoir de la volonté si on veut changer le quotidien, donc c'est-à-dire, je parle en particulier des Kanaks, si on veut changer notre quotidien, améliorer notre existence, il faut davantage aller vers les institutions, se faire connaître et bien sûr s'inscrire pour trouver un emploi. Donc il faut vraiment que ce soit les jeunes qui prennent les choses en main et qui font les démarches nécessaires. Voilà, tout à fait. Il faut de la volonté, il faut être acteur de son destin. Donc il faut frapper, ouvrir les portes, se présenter et défendre sa motivation pour trouver un emploi. Alors justement, vous êtes là pour les pousser et les former. On a toujours fait, on a toujours essayé de les accompagner. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'en tant que directeur du programme et même mes prédécesseurs, le travail d'insertion a toujours été un travail où Cadres Avenir a essayé de porter un regard particulier. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que les acteurs, tous
tous les acteurs de la Nouvelle-Calédonie, y compris les politiques, se tournent vers ce qu'on appelle l'insertion professionnelle. C'est quand on envoie des gens en formation, ça c'est une chose, ça c'est la première étape. La deuxième, c'est surtout l'insertion. Comment on s'en occupe de cette insertion? Comment on les prépare? Est-ce que c'est le problème d'insertion ou c'est le problème d'intégration dans les entreprises? Auquel cas, il faut solliciter les autres acteurs, qui sont les acteurs dans le secteur privé. Je parle des entreprises, par exemple, comme les collectivités. Et donc, c'est un travail d'ensemble. Donc tout le monde doit donner la main. Pierre Ouellepa, vous avez fait partie, vous avez bénéficié du programme Cadre Avenir. En quoi, d'après vous, c'est vraiment essentiel pour le pays? Moi, je pense qu'on a un héritage qui est très fort dans ce pays en matière de déséquilibre et cet héritage-là, dans le processus de décolonisation, il doit avoir des dispositifs de discrimination positive. Cadre Avenir en fait partie. Et effectivement, s'il n'y a pas de volonté de la part des collectivités, à la fois l'État et la Nouvelle-Calédonie, comme l'a dit M. Reneich, sur l'insertion et l'intégration des jeunes cadres du pays, on ne pourra pas rééquilibrer complètement. Ça, c'est important. Et c'est important aussi d'envisager les métiers qui permettront à la fois de diriger le monde économique en Nouvelle-Calédonie et plus largement l'action publique. Donc former les cadres de demain, c'est pas uniquement former les gens qui seront les opérationnels, c'est former aussi les acteurs qui seront stratégiques. Et effectivement, il faut à la fois que l'environnement soit favorable à ce rééquilibrage et que nous, les jeunes Calédoniens, nous nous sentions concernés et donc nous soyons acteurs de notre pays. Alors quand vous êtes revenu de formation, est-ce que ça a été facile de trouver un travail? C'est justement peut-être le après auquel il faut faire attention? Ce n'est pas évident dans le sens où on n'est pas forcément attendu, les leviers de l'emploi local ne sont pas forcément tous actionnés ou plus ou moins contournés, donc ça c'est aussi une réalité institutionnelle et du monde économique de la Nouvelle-Calédonie. Mais néanmoins, ça ne change rien dans le fait qu'il faut être acteur aussi de son insertion, il faut faire ces démarches-là et ne pas être attentiste. La logique du dispositif Cadre Avenir est plus largement de partir faire un parcours de formation à l'étranger, parce que ce n'est pas uniquement en France hexagonale, c'est de revenir et d'être aussi acteur de cette démarche-là et de montrer le chemin pour les générations qui vont venir. Il y a d'autres générations qui regardent et c'est important de ne pas être assisté. Donc le dispositif nous prépare assez bien parce qu'il nous prépare à la fois à partir et à se retrouver confrontés à l'adversité de la formation, d'autres cultures aussi, d'autres approches du travail. Et puis, il nous prépare aussi à revenir et d'avoir une culture de cadre, en tout cas un début de culture de cadre. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait travailler à l'avenir ici en Nouvelle-Calédonie. Alors justement, Cadre Avenir fête ses 30 ans, si on peut dire. Je vous propose, messieurs, avant de continuer, de regarder un extrait du reportage pour le feuilleton qui a été diffusé lundi soir. Le bilan un petit peu de ces 30 dernières années. On regarde. Né d'une volonté politique, 30 ans après, l'objectif du programme reste le même, le rééquilibrage et, dixit l'accord de Nouméa, l'accession des Kanaks aux responsabilités. C'est donc au fil des comités des signataires que les critères de sélection des candidats se font. Dans cette salle, le personnel pédagogique de la CEST et de Cadre Avenir donne leur avis sur les candidats de cette année. Elle est prise à Bordeaux, elle est admissible à Rennes et elle est admissible, elle a un oral à passer pour la prépa-ENA de Toulouse. De par le caractère politique du programme, certains dossiers sont prioritaires, comme par exemple le tout récent dispositif d'excellence qui concerne des candidats pour des métiers régaliens ou encore le dispositif MBA, Master Business Administration. Le second dispositif, c'est le dispositif MBA. Donc ça fait suite aux recommandations des comités des signataires de 2013. Nous avons demandé justement au programme Cadre Avenir de mettre en place des formations MBA pour répondre justement à un besoin des entreprises privées calédoniennes pour la mise en place de stratégies pour développer l'économie calédonienne. Sur 300 candidats, seulement 42 Calédoniens pourront bénéficier du programme cette année. Les candidats testés lors de remise à niveau permet au programme d'afficher un bilan positif. Monsieur Reneich, une réaction par rapport à ce reportage? Oui, là ce que vous venez de voir, il s'agit de la préparation de l'équipe pédagogique
avec les conseillers du programme Cadre Avenir, et donc vous voyez Sabrina Tutugro qui est la responsable de Cadre Avenir, la préparation de la promotion qui va partir en septembre pour la rentrée universitaire en métropole. Donc là, il s'agit de l'échange que nous avons à chaque commission de validation, parce que là, il y a une commission de validation qui va avoir lieu. Ça se passe à chaque fois en début d'année, ces commissions? Tout à fait. En fait, avant de valider la commission qui part la promotion qui part en septembre, les conseillers pédagogiques et les conseillers du Cadre Avenir se réunissent pour étudier les profils et les potentiels pédagogiques de chacun. Quelles sont d'ailleurs les caractéristiques quand vous choisissez plus un candidat, les critères, plus un candidat qu'un autre? En fait, c'est le travail fourni durant la période de remise à niveau. Donc, on a au repérage du candidat, donc dès sa première inscription, des entretiens sont effectués avec les conseillers. Ensuite, positionnement par l'équipe pédagogique de la CEST que vous avez vu dans le reportage. Et dans le positionnement, effectivement, il est fait apparaître les potentiels des candidats. Donc là, les échanges, c'est de dire, est-ce qu'on engage ce candidat dans la période de remise à niveau qui débute de mars jusqu'au mois d'août? Donc il y a 6 semaines de remise à niveau, 1 semaine par mois. Et donc durant ces semaines de remise à niveau, il y a des évaluations à chaque fin de semaine. Et donc là, l'échange que vient d'avoir l'équipe avec l'équipe pédagogique, c'est justement de dire, bon, sur les 6 semaines, là on est au mois de juin, c'est la période où on dit, ben, au fait, ceux-là, on ne peut pas les accompagner pour la rentrée de septembre. On s'arrête là, on leur demande que vu le potentiel qu'ils ont, ils ne peuvent pas intégrer la formation pour des études supérieures. On les décale pour l'année d'après et on continue le travail avec eux. Voilà, ça c'est le travail qu'on vient de voir. Alors il y a une cinquantaine de candidats qui partent chaque année? Chaque année, une cinquantaine de personnes qui partent chaque année pour les rentrées universitaires en métropole. Alors Pierre Ouellepa, vous avez participé à une de ces formations. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été chanceux par rapport à d'autres jeunes qui n'ont pas pu en bénéficier? Moi, j'ai fait plusieurs tentatives. En fait, on ne rentre pas dans le dispositif comme ça. J'avais un premier projet de formation qui est passé avec un autre organisme de bourse, mais qui n'est pas passé à Cadre Avenir. Et en fait, le parcours de formation est éprouvé par les services de la CEST qui travaillent avec Cadre Avenir, dans le sens où on essaye de voir à la fois votre motivation, de voir aussi l'équilibre qu'il y a entre les compétences à aller chercher et à ramener pour le pays et en même temps les compétences, j'allais dire, techniques, psychologiques qu'il faut avoir pour faire une formation à l'extérieur du pays. Et tout cet équilibre-là, psychologique, pédagogique, va être cherché et mis à l'épreuve parce que nous, quand on arrive étudiant, on est toujours motivé pour faire des choses qui nous intéressent. Mais on n'a pas forcément bien compris qu'est-ce qu'il y a derrière tel ou tel métier, qu'est-ce qu'il faut aller chercher plutôt comme spécificité par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Je pense par exemple à des métiers comme les métiers de la voie ferrée, par exemple. Être conducteur de train en Nouvelle-Calédonie, ça n'a pas forcément un grand intérêt, peut-être pour le moment, on verra plus tard dans un schéma des transports, mais voilà, c'est Ce serait bien de connaître à Nouméa d'ailleurs. Ouais. Non, juste pour préciser ce que dit Pierre, c'est qu'en fait, on ne rentre pas à Cadre Avenir comme ça, comme il dit. Effectivement, l'adéquation formation-emploi et aussi le travail que vous avez vu, c'est justement de vérifier que les projets visés par les candidats correspondent aux besoins repérés par le travail de Cadre Avenir, repérés auprès des entreprises et des collectivités. Donc ça, il y a le potentiel du candidat, mais il y a surtout l'adéquation de la formation visée par le candidat et les besoins attendus par les entreprises calédoniennes. Ça c'est primordial. Alors, de quoi bénéficient concrètement les jeunes qui partent en fait à travers ce programme ? Pardon, une fois sur place, en fait, oui. De quoi peuvent bénéficier ces jeunes qui participent au programme de Cadre Avenir ? Oui, les indemnités, ce qu'on appelle les allocations d'entretien, qui permettent à quelqu'un qui part en formation, ce qu'on appelle une bourse, comme les bourses provinciales, sauf que la bourse de Cadre Avenir est quand même assez intéressante, parce qu'en fait, on est plutôt dans la formation continue. Donc, ce sont des salariés qui, après avoir travaillé, souhaitent évoluer dans leur entreprise. Donc c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure l'adéquation emploi-formation, parce que quelquefois, ce sont les entreprises qui portent le candidat à Cadre Avenir, d'autres, c'est des initiatives privées, individuelles, j'allais dire, et donc du coup, on les envoie en métropole. Mais l'indemnité de logement aussi, en plus de la bourse que les candidats perçoivent, le bénéficiaire perçoivent par mois, il y a aussi l'indemnité de logement. Vous avez des possibilités, si vous êtes à Marseille, que vous allez effectuer des entretiens de stage ou pour une formation en alternance à Paris, les entretiens, les voyages par exemple sont pris en charge aussi par Cadre Avenir. Donc vous avez toutes ces indemnités-là qui sont accordées durant le parcours de formation.
Et il faut vraiment que les jeunes du pays en profitent. Il faut vraiment que les jeunes en profitent et il faut surtout que les jeunes soient conscients que ce qui est apporté là peut demain être tout arrêté puisque, comme on sait tous, les contextes budgétaires ne nous permettent pas de faire ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui. Alors regardez pour continuer ces chiffres, d'après le bilan des 28 dernières années de Cadre Avenir, sur plus de 1700 bénéficiaires de la formation, 71% sont des Kanaks, dont 45% qui viennent des îles, et parmi eux, donc 60% occupent un poste de cadre aujourd'hui. C'est positif comme bilan ou est-ce que ce n'est pas assez encore ? Je dois dire que c'est positif. Même si c'est pas assez, c'est positif. Il faut savoir que dans les années avant la mise en place du programme 400 cadres et cadres à venir, il n'y a pas du tout d'enseignants Kanaks dans les collèges et les lycées. Aujourd'hui, on en trouve. Donc c'est pareil dans les autres secteurs. Donc je dois dire aujourd'hui que c'est positif. Par contre, ce que j'ai évoqué au tout début de l'émission, c'est qu'il faut continuer à former des hommes et des femmes pour répondre aux besoins nouveaux qui vont surgir demain, les nouveaux métiers, comme on dit. Je pense que ça, c'est important de continuer la formation. Monsieur Ouellepa, vous êtes d'accord, il y a du chemin qui a été parcouru quand même et finalement, disons que l'objectif de rééquilibrage politique est atteint. Moi, je le vois d'autant plus que mon père était 400 cadres. Moi, je suis cadre avenir. Donc j'ai vu effectivement dans les promotions la diversité de professionnels qui sont partis par rapport aux besoins métiers nécessaires dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et puis, je vois aussi que maintenant, face à la demande de recentration du programme Cadre Avenir sur son cœur de métier, il y a des nouveaux métiers stratégiques, je le disais tout à l'heure, qui émergent et dont on a le besoin prégnant ici en Nouvelle-Calédonie. C'est urgent même, je dirais. Il y a des endroits où il y a des secteurs, on a vraiment besoin de compétences locales. Je pense au domaine de la santé, par exemple, puisque c'est le domaine dans lequel j'officie actuellement, où effectivement on a besoin de cadres stratégiques aussi qui soient des locaux. Et ce n'est pas uniquement un processus d'emploi local ou de rééquilibrage, c'est avant tout un processus lié à la réalité de la société calédonienne, qui est une société particulière, avec une histoire particulière, dont on ne peut pas se passer en fait, des compétences et des ressources locales. Mais pour ça, il faut aller se former, il faut aller chercher une qualification d'un niveau supérieur. Et effectivement, c'est là où le programme entre en jeu, parce que ces formations-là, elles sont coûteuses. Ces formations-là, quand on part tout seul, elles nous permettent aussi de s'émanciper, mais on a besoin parfois d'être étayé. Quand on arrive en France et qu'on n'est jamais parti en France, par exemple, c'est pas évident. Et c'est là où le rôle pédagogique du programme joue son rôle à plein tube, j'allais dire. Alors justement, il faut aussi un rééquilibrage géographique. Oui. Et ceux qui partent reviennent aussi pour travailler dans le nord, dans le sud. Bon, ce n'est pas toujours le cas puisqu'il y a une grande partie, on pourra voir tout à l'heure, qui reviennent pour travailler au pays, mais qui vont surtout dans le sud. En tout cas, ce n'est pas le cas de Gilbert Assawa qui a participé à la formation des 400 cadres. Une réussite. Pour le feuilleton, on l'a suivi. C'est un reportage qui a été diffusé mardi soir. Je vous propose de regarder un extrait. C'est bon, on retourne au magasin. Les champs de découverte ont un peu varié, ont un peu glissé. Mais bon, on n'a pas les mêmes sujets d'intérêt à 30 ans qu'à 60. Hein. Je suis de l'ancienne école, moi, de la presse écrite, des grands mags et tout. Donc, c'est à l'époque où être caméraman, on ne gérait pas que le son. Gilbert était chef de la tribu de Ba à Wailou jusqu'à son départ pour la France en 1992. À son retour de formation, il a dû reprendre ses fonctions, un rôle qui lui tient à cœur surtout pour les générations futures. En fait, c'est eux qui nous servent de marqueurs, de repères, quoi, parce que ils n'étaient pas nés, leurs parents, c'est leurs grands-parents se mariaient, s'étaient mariés à l'époque. On a revendiqué, on a eu l'agrandissement de réserve en 1981. Leurs grands-parents étaient jeunes. Donc ça nous sert de marqueur dans l'histoire pour dire que des fois, il ne faut pas trop traîner, il ne faut pas trop attendre, il faut leur donner un cadre. Son expérience, loin des siens, lui sert aujourd'hui dans la gestion de crise au sein de la tribu, mais pas seulement. Pour lui, la formation proposée à cette époque était également l'opportunité d'être quelqu'un. C'était des domaines qu'on s'interdisait auparavant, quoi. Des domaines dans le cadre d'administration, même journaliste, on n'osait même pas y penser, quoi.
pensait que ce n'était pas fait pour nous. Il y avait ce déclic psychologique d'un côté. De l'autre, moi, c'était voulais voir ce qu'on valait, quoi. On a pu bénéficier d'opportunités et tout, mais si ça permet d'aller vers les chemins de la connaissance, vers une qualification, ça n'est pas forcément la meilleure arme pour la vie. Il faut se battre, il faut apprendre, faut avoir eu faim, il faut avoir eu soif pour avoir envie de mordre, avoir envie de gagner, puis de s'affirmer, puis d'être quelqu'un, quoi. Monsieur Ouellepa, vous êtes d'accord avec ce que Gilbert dit? Disons qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec ce que Gilbert dit, dans le sens où effectivement il faut se battre. Alors, déjà, il faut se battre pour défendre son projet quand on vient passer la barrière de Cadre Avenir. Et puis après, quand Cadre Avenir a décidé de nous accompagner, il faut se battre dans la formation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter à la première année, il faut tenir, il faut réussir à la fin avec l'obtention de diplôme, voire faire des stages pour compléter, avoir une expérience professionnelle le cas échéant, puisque le dispositif nous permet de rester une année ou deux pour parfaire son expérience professionnelle avant de revenir au pays. Et en même temps, il faut se battre en revenant. Tout à l'heure, on parlait de l'insertion. Se battre dans le sens défendre ses compétences. Il y a certains métiers comme les miens, par exemple l'ingénierie des politiques publiques, qui ne sont pas forcément des métiers connus ou reconnus ici en Nouvelle-Calédonie, ou pas forcément connus des entrepreneurs ou des élus. Et effectivement, il faut défendre aussi ces nouveaux métiers qui sont les métiers d'avenir, qui sont des métiers qui vont compter pour le pays dans les 50 prochaines années. Et ça, c'est important parce que il ne faut pas attendre en fait qu'on nous dise ben voilà, on a un poste à vous proposer à cet endroit-là. Il faut vraiment anticiper. Il faut faire ce que Daniel a dit tout à l'heure et ce que Gilbert a relancé. Il faut faire de la prospective et il faut être acteur de cette prospective. Alors en revenant au pays, regardez, toujours d'après le bilan des 28 dernières années, parmi les plus des 1700 bénéficiaires du programme 400 cadres et cadres avenir, 60% reviennent au pays et travaillent dans le sud, dans le Grand Nouméa. Une progression malgré tout par rapport à 2009 où ils étaient plus de 80% à travailler à Nouméa. Comment, monsieur Ronietch, vous expliquez ce déséquilibre encore assez marqué? Sur l'insertion, c'est ça. Ils intègrent plus la province sud que sur les deux autres provinces. C'est ça. Inutile de rappeler, le tissu économique est plus développé, effectivement, se trouve dans le sud. Donc, ce qui explique que la majorité des cadres à venir, des bénéficiaires des programmes 400 cadres et cadres à venir, se retrouvent dans la province sud. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, c'est que ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait, les deux autres provinces contribuent, si vous voulez, à nous envoyer des profils. Mais comme le développement n'est pas encore assez... là, l'usine du Nord vient de se mettre en place. On a vu que quand l'usine du Nord s'est mise en place, il y a eu aussi une poussée des effectifs qui sont passés par le programme au sein de l'usine du Nord. On sait dans nos statistiques aussi que seuls 15%, alors que vous évoquez tout à l'heure à peu près 60% ou 45% viennent de la province des îles, seuls 15% reviennent aux îles, ce qui explique le tissu qui n'est pas assez développé. Donc c'est ça qu'il faut, à mon sens, qu'il faut continuer à développer. L'agriculture, la pêche, ce sont des secteurs qui, à mon sens, il faut que la province des îles, par exemple, porte un regard particulier, de façon à ce que ces jeunes qui reviennent des formations aussi, puissent intégrer la province et porter le développement dans le domaine de l'agriculture comme de la pêche. Pierre Ouellepa, vous êtes d'accord? Vous êtes revenu et vous avez aussi travaillé dans le sud alors que vous êtes originaire des îles. Oui, c'est la réalité, hein, ce que Daniel dit. Effectivement, les demandes sont plus importantes, que ce soit dans le secteur privé ou dans le public. Sur Nouméa. Le rééquilibrage géographique, c'est pas si bien fait que cela depuis 88, hein, puisque c'est les accords de Matignon-Oudinot. Et effectivement, pendant un moment, avec l'appel d'air qu'a créé l'activité minière dans le Nord, il y a eu un début de rééquilibrage, mais en gros, tout ça n'a pas duré. Tout ça est retourné sur Nouméa, Grand Nouméa. Et là, c'est important. Je pense que il y a une volonté politique de l'État de rééquilibrer par la formation des hommes et des femmes. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique locale de nos élus locaux, de s'entendre aussi entre les provinces pour construire un pays. Et un pays, ça ne se construit pas dans une seule localité ou dans celles qui sont centrées dans le Grand Sud. C'est un pays qui permet d'avoir des cadres un peu partout à l'échelle du territoire calédonien. Donc effectivement, moi étant originaire des Loyautés, il y a eu quelques propositions dans les îles, notamment la province des îles. Mais ces propositions, elles ne correspondent pas aux métiers
métier pour lequel je suis parti me former. Donc ça, c'est aussi la réalité, c'est l'adéquation finalement des attentes des administrations dans mon cas, mais aussi des entreprises, parce qu'il y a un tissu entreprise à créer aussi. Et effectivement, cette volonté-là ne peut pas émerger que du monde associatif, puisque moi je représente l'association des anciens cadres d'avenir et des dispositifs de bourse. Ça doit être aussi une volonté politique des élus locaux de faire fonctionner ce rééquilibrage entre le Sud et les autres provinces. Donc il faut peut-être plus de discussions et d'échanges. Oui, je voulais juste ajouter, parce que Pierre, effectivement, à juste titre, pointe du doigt le rééquilibrage et l'acteur, les actions que doivent porter la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense juste insister sur le fait que ce programme, il y a deux volets. Le volet financier qui est assuré par l'État à hauteur de 90%. Donc ça, c'est important, mais ça, c'est l'engagement de l'État. Il y a l'engagement qui est, à mon sens, aujourd'hui, dans le cadre de ce débat, c'est qu'il y a l'insertion. L'État qui finance à hauteur de 90% ne peut pas être l'acteur puisque la majorité des compétences ont été transférées à la Nouvelle-Calédonie. Il y a bien évidemment quelque chose que doivent faire les acteurs locaux. Et c'est là le grand défi de l'avenir, du programme Cadre Avenir, c'est qu'est-ce que nous allons faire ensemble, les trois collectivités, les trois provinces, les communes et la Nouvelle-Calédonie, comment doit-on faire, et le secteur privé, les entreprises, comment doit-on faire pour permettre à ces cadres qui sont partis en formation, alors on parle de Cadre Avenir, mais vous avez aussi d'autres organismes qui envoient des jeunes en formation. On parle de 1700 personnes qui sont passées par le programme, mais il y a d'autres qui sont passées par d'autres dispositifs. Comment fait-on ? Donc, à mon sens, il y a une organisation des acteurs pour s'occuper de l'insertion et de l'intégration des Calédoniens dans les entreprises calédoniennes. Donc, c'est à Nouvelle-Calédonie de prendre les choses en main au retour pour les jeunes. C'est pas que l'État, disons, l'État peut pas gérer depuis là-bas, ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà, on va dire les deux, mais il y a deux volets. L'autre volet, c'est l'État, et l'autre volet, c'est... Voilà, même si l'État fait aussi parce que de l'insertion, parce que l'État aussi organise des concours, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, pour permettre à des cadres de la fonction publique calédonienne comme de la fonction publique de l'État de repartir en formation pour viser les concours de la haute administration. Il y a du travail qui est fait aussi au sein de l'État, oui. Alors, Monsieur Welepa, on vous a suivi pour le feuilleton. Avant de continuer, je vous propose de découvrir un petit peu votre profil, ce que vous avez fait. Falaï vous a suivi pour le feuilleton, un reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. On regarde. Parce qu'il y a deux options. C'est soit tu vois avec le collègue de la DGS sur ce qui a passé comme message. Je me suis intéressé à l'évaluation des politiques publiques quand j'étais en province Nord, quand je travaillais pour l'association ACAF Nord. Et en fait, je me suis dit il faut se spécialiser dans l'évaluation parce que le pays a besoin d'évaluation des politiques publiques, les élus ont besoin de comprendre comment ça fonctionne ou qu'est-ce qui dysfonctionne dans le service public et plus largement dans l'action publique. Donc j'ai passé un petit concours que j'ai réussi, voilà, et puis j'ai demandé l'appui du GIP Cadre Avenir. Et je suis parti faire un master en sciences politiques, un master professionnel et un master recherche en ingénierie sociale, un diplôme d'état d'ingénierie sociale pour être précis. Donc je suis parti à Paris pendant 2 ans et j'ai fait ces 2 diplômes en même temps pendant ces 2 années. Et Cadre Avenir m'a soutenu du début jusqu'à la fin. Ce métis originaire de Néngoné réussit ses 2 masters, finit 2e de sa promo et obtient une double mention. Au retour au pays, le poste d'ingénieur des politiques publiques n'existe pas. Il décide de le créer. Alors, Monsieur Welepa, justement, à l'heure où l'on parle de transfert de compétences ou de calédonisation des secteurs d'activité, l'organisme Cadre Avenir, c'est l'outil qui peut préparer la jeunesse à se former pour occuper des postes clés, finalement, pour aboutir à une certaine forme d'autonomie au pays. Alors c'est l'outil en fait qui arrive une fois que le parcours de formation est déjà bien constitué auprès des Calédoniens et des Calédoniennes qui veulent partir en formation. Mais avant, il faut savoir, il faut faire un peu de prospective, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de projection sur les compétences et les métiers dont le pays a besoin. Et je rajouterai dans les provinces ont besoin. Parce qu'effectivement, anticiper, ça nécessite des compétences pour pouvoir piloter ce qui sera demain des programmes économiques, des programmes environnementaux, agricoles, etc. Et ça, en fait, il y a tout un travail de diffusion, de promotion des métiers d'avenir en Nouvelle-Calédonie et des besoins en Nouvelle-Calédonie sur les futurs métiers.
Ça, c'est la première chose. Le dispositif arrive ensuite pour accompagner ces cadres-là. Ce n'est pas le seul, d'ailleurs, puisqu'il y en a qui partent aussi. Il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas dans le dispositif et qui partent quand même de leur plein gré, je dirais, avec des situations financières qui se sont créées pour permettre de faire ces formations. Et puis après, il y a l'insertion professionnelle, où effectivement, il faut pouvoir créer ces métiers-là en revenant. Mon expérience, alors elle est anecdotique puisque c'est la mienne, mais on est quelques-uns dans le programme à avoir, entre guillemets, anticipé ce que les politiques ont vu en matière de développement. Par exemple, on parlait des ressources halieutiques, donc les ressources de la mer, d'économie bleue. Et effectivement, en Nouvelle-Calédonie, certains chercheurs ont commencé à amener cette notion-là, en plus du développement du tourisme ou du développement de la sylviculture ou de la pisciculture. Et effectivement, quand on revient, les structures ne sont pas forcément prêtes, qu'elles soient privées ou publiques. Donc là, il faut qu'il y ait un dialogue entre les élus, c'est-à-dire les orientations qu'ils donnent pour les décennies à venir en termes de besoins et en même temps avec le tissu économique du pays, qu'il soit public ou privé. Alors, est-ce que ce n'est pas justement aux Calédoniens peut-être de revenir, parce que regardez ces chiffres, apparemment ceux qui reviennent préfèrent le secteur public, malheureusement avec 56% contre 44% pour le secteur privé. Le rééquilibrage économique peut se faire surtout aussi à travers le privé. Bien sûr. Pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait plus, du coup, que les jeunes comme vous se mettent font une patente et... Alors, je dirais que... moi, j'ai fait une patente parce que je me suis émancipé, j'ai pas attendu que ça vienne, donc je me suis mis en acte, mis en action. Mais je dirais qu'en Nouvelle-Calédonie, les jeunes pensent par exemple, souvent, c'est une caricature, mais pensent souvent que la fonction publique, c'est un métier. C'est-à-dire que je vais faire fonctionnaire et puis c'est bon, j'aurai ou la les facilité vacances. peut-être. Peut-être aussi, mais évidemment, ça fonctionne. Les fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie, enfin le secteur public, c'est limité. On l'a dit tout à l'heure, il y a des budgets limités en plus, donc du coup, ça va être encore plus limité. Par contre, on a besoin en Nouvelle-Calédonie de soutenir les acteurs privés, de soutenir les entreprises, et particulièrement les petites et moyennes entreprises, qui ici sont une forme de richesse. Il y a des multinationales, bien sûr, mais la plus grande richesse dégagée en Nouvelle-Calédonie, comme en France d'ailleurs, ce sont les PME, PMI, les petites et moyennes entreprises qui le font, qui le dégagent. Donc il faut permettre à ces PME, PMI d'embaucher aussi des cadres, d'embaucher des jeunes Calédoniens qui sont dynamiques, qui sont enthousiastes et qui arrivent à développer une activité économique en lien avec le tissu du territoire dans lequel ils sont implantés. Moi, je pense par exemple aux jeunes cadres avenir qui sont revenus dans le sud, notamment dans la région d'Yaté, et qui ont monté leurs entreprises et qui se sont développés autour de l'activité minière de vallée, soit directement en lien avec l'activité minière, soit indirectement avec des entreprises de services. Daniel, vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça, et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que justement pour encourager les anciens, comme tous les Calédoniens, on parle du tissu PME-PMI, il y a depuis 2013, le comité de signataires d'octobre 2013, il était indiqué, par exemple, d'accentuer la formation des hommes pour création d'entreprises, donc pour aller dans le secteur privé. Après, ce comité de signataires est arrivé sur le territoire, ou sont arrivés sur le territoire, les deux grosses écoles de commerce métropolitaines, donc HEC et l'ESSEC. Donc ces deux écoles sont implantées en Nouvelle-Calédonie, donc les formations se déroulent sur le territoire. Et je dis ça parce que c'est important par rapport à la question, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont aujourd'hui des anciens de cadre avenir, comme des Calédoniens, qui sont dans la fonction publique et qui sont intéressés justement pour aller dans le secteur privé, pour créer leur entreprise. Donc du coup, cherchent à effectuer ces deux formations, donc d'autres par le biais de l'ESSEC, d'autres avec HEC, HEC. Et donc l'idée, c'est justement de valider un master qui leur permet ensuite de s'investir ou de créer leur propre entreprise dans le secteur privé. Donc ça aussi, c'est un axe de progression que Cadre Avenir doit continuer à le porter et le développer. Donc le rééquilibrage, en tout cas, on est sur la bonne voie et les jeunes, il faut qu'ils continuent à être acteurs. On arrive au terme de cette émission. Messieurs, une dernière question avant de terminer. Il y aura bientôt le référendum. Qu'est-ce que va devenir Cadre Avenir? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il y aura toujours autant de propositions pour les jeunes, justement pour se former et pour les cadres ici, avec ou sans l'indépendance? Alors, je ne peux pas me prononcer au nom de l'État de dire que ça va continuer, et même de la part des décideurs politiques. Ce que je sais, c'est qu'un groupement d'intérêt public, juridiquement, a un droit de vie de 10 ans.
Donc pour l'heure, le GIP, ça fait 2 ans seulement qu'on a renouvelé, parce qu'en fait c'était de 2006 à 2016. Et donc là, on est reparti pour 10 ans. Sauf qu'effectivement, il y a le référendum. Donc là, je laisserai la place aux politiques peut-être de répondre à ça. Mais normalement, la formation, on évoquait tout à l'heure, le rééquilibrage doit être continué. La formation des hommes est quelque chose qu'à mon avis, si on veut construire un pays, il faut continuer à former des hommes et des femmes, anticiper les métiers nouveaux qui aujourd'hui ne sont pas encore tous connus. Donc ça, c'est vraiment les grands enjeux de l'avenir. Merci Daniel. Rapidement, Monsieur Ouellepa. Moi, j'ajouterais très rapidement qu'il ne faut pas attendre, pour reprendre une phrase de Jackie Kennedy, la femme d'un président américain, il ne faut pas attendre que son pays fasse quelque chose pour soi, il faut faire quelque chose pour son pays. C'est très important parce qu'en fait, si on est toujours dans une logique d'assistance, parce que pour X raisons, l'héritage colonial, etc., on ne s'en sort pas. Et néanmoins, il y a une démarche qui est lancée par les collectivités et notamment par l'État par rapport à cette question-là des jeunes et de leur avenir, parce que c'est eux qui vont tenir le pays demain, c'est eux qui vont faire des choses simples, comme par exemple payer les retraites de ceux qui sont au pouvoir actuellement. Et donc c'est très important de commencer à miser sur l'avenir, miser sur le capital humain de l'avenir, miser sur le patrimoine immatériel du pays. Le patrimoine immatériel, sa première richesse en Nouvelle-Calédonie, c'est sa capacité à fabriquer de la matière grise, donc des jeunes qui sont formés. Et vous avez certainement les capacités pour le faire. Merci messieurs d'avoir fait partie de la bande ce soir. La semaine prochaine, rendez-vous pour la Transcalédonienne. Le feuilleton sera consacré à la Transcalédonienne parce qu'il faut travailler bien sûr au pays et surtout qu'on a un très beau pays. Vous allez voir des paysages magnifiques, comment le parcours est balisé, qui sont ces bénévoles en fait qui s'activent en coulisses pour tout mettre en place. D'ailleurs, 2 équipes de Calédoniens seront sur place pour courir. Et oui, la Transcool, c'est ça. On y sera. Merci à vous. Merci bien. Bonne soirée et à la semaine prochaine.